C'est notre 5e Zoom quotidien. Il est 17h30 à Moscou et nous sommes heureux de vous revoir, toujours là, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, il y a une première nouvelle qui est importante, qui est la décision du ministère des Affaires étrangères français qui nous a fait une recommandation aux ressortissants français non essentiels, je ne sais pas ce qu'est un français non essentiel, de quitter la Russie. Donc, le communiqué de presse a été fait, il a été ensuite communiqué par l'ambassade de France et par nous-mêmes, nous l'avons envoyé à nos membres. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'obligatoire, que c'est une mesure d'évacuation dont chacun a pour responsabilité d'organiser son propre départ, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas d'évacuation, il n'y aura pas de rapatriation. C'est à vous de vous occuper de votre propre départ. Ils ont mis dans le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères français un lien avec les compagnies aériennes. Je suis sûr qu'il va vous être très utile. Le prix des billets d'avion a bien évidemment explosé. Il n'a pas doublé, il n'a pas triplé, il a quintuplé pour certains, mais voilà, donc les Français non essentiels peuvent quitter la Russie. Alors c'est une décision bien évidemment qui va être prise par chaque entreprise, par chacun d'entre vous. Si vous estimez que il est préférable pour vous de quitter la Russie, surtout faites-le. Vous connaissez les vols aujourd'hui, hein, donc c'est par Yerevan, par Istanbul, par les pays du Golfe, c'est le plus simple. Par Belgrade, il est possible par Belgrade aussi, effectivement. Vous ne pouvez pas, si vous êtes français, partir par la Finlande. Hein, faites attention, la Finlande n'autorise pas les étrangers à rentrer par la frontière russe. Donc, seuls les Russes et les Finnois, donc seuls ceux qui ont un passeport russe, peuvent partir en train de Saint-Pétersbourg à Helsinki. En tant que Français, vous ne pouvez pas le faire. Alors, la France est le seul pays à avoir fait ce choix. Choix que je ne peux pas vous expliquer, que je ne peux pas vous justifier. D'ailleurs, il n'a pas été fait par l'ambassade de France, mais il a été fait par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, si vous avez des questions, c'est à eux qu'il faut les poser. On me demande, je pose une première question, avez-vous une idée de la population présente sur le territoire russe? Oui, il y a 5000 Français enregistrés auprès de l'ambassade, ce qui veut dire qu'il y en a plus. Donc, on va vous dire entre 5 et 10 000 Français présents sur le territoire de Russie. À titre personnel, je ne vais pas quitter la Russie, je vais rester là. Nous avons quelques étrangers au sein de la chambre de commerce et personne n'a décidé pour l'instant de quitter la Russie. Et il y a des familles qui vont partir, bien évidemment. Et il n'y a pas de bon et de mauvais choix. On respectera absolument tous les choix de chacun. Alors, on me pose une autre question, on dit c'est pas possible par le train, mais écoute du bus. Alors, c'est possible par le bus, effectivement, et c'est possible en voiture. Je ne sais pas quelles sont les contraintes à la frontière, mais c'est possible en bus et en voiture. Ce qu'il est important vraiment de vous dire, c'est que, et c'est vraiment très important d'avoir ceci à l'esprit, c'est que cette mesure n'est pas liée à un climat d'insécurité pour la population française en Russie. Il n'y a pas eu d'acte contre des ressortissants français. Une personne qui parle français dans la rue ne se fait pas attraper, tabasser, arracher son téléphone. Il n'y a pas de souci en termes de sécurité individuelle étant français aujourd'hui en Russie. Donc ce n'est pas sur ce facteur-là qu'il faut prendre une décision de départ qui ensuite, en fonction de l'évolution de la situation, c'est une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on part pour toujours? Non, aujourd'hui, on peut revenir aussi facilement qu'on est parti. En tout cas, ce n'est pas sur une base de crainte pour votre sécurité si vous êtes aussi, ou pour vos proches, si vos proches sont en Russie, que cette recommandation, c'est important, parce que le site du Quai d'Orsay ne fait pas un appel, n'ordonne pas, il recommande donc aux Français non essentiels, comme le disait Emmanuel, c'est une distinction
très diplomatique de quitter la Russie aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les questions que vous nous posez tout de suite, quelqu'un nous dit qu'ils sont très inquiets et doivent-ils partir ou non. Je comprends votre inquiétude à partir du moment où le ministère des Affaires étrangères vous fait une telle demande, enfin une telle recommandation, c'est pas une demande. Je comprends votre inquiétude, mais comme le disait Pavel, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, je comprends tout à fait que vous partiez. Une fois encore, moi je reste. Je crois qu'Arnaud et Igor, qui sont à mes côtés, restent aussi. Parce que nous n'avons pas d'inquiétude en termes de sécurité sur le fait que nous puissions rester en Russie. Pavel est franco-russe, mais Pavel, je ne crois pas non plus que tu vas rentrer. Je n'ai pas l'intention de déménager en France à court terme. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant. On a des questions sur les voitures. Oui, vous pouvez partir en voiture et vous pouvez partir en voiture par la Finlande. Je crois que là, il n'y a pas de problème, par contre, pour pouvoir le faire. Il y a un bus de nuit Saint-Pétersbourg-Riga qui doit mettre quelque chose comme 14 heures, avec un départ vers 21 heures de Saint-Pétersbourg. Voilà, il y a des solutions. On n'est pas aujourd'hui dans un étau, ni dans un chaudron, heureusement, en tout cas ici. Et il est possible de partir si on le souhaite. Une bonne question. Si cette recommandation ne s'appuie pas sur des critères de sécurité, elle s'appuie sur quoi? Eh bien, posez la question au ministère des Affaires étrangères et eux ont la réponse, mais pas nous. Une autre question, avez-vous une information sur les enfants binationaux? Je ne sais pas, Pierre-Christian, ce que tu veux comme information. Je ne comprends pas ta question, en fait. Il faudrait que tu la précises. Ce que je vous recommande, et c'est ce que je fais moi-même à titre personnel, pour justement des couples binationaux, c'est d'aller chez le notaire et de faire une attestation notariée autorisant chacun des parents à quitter le territoire avec le ou les enfants. Donc chacun des deux parents fait une attestation à l'autre. Le cas échéant, à la frontière, encore une fois, tout peut arriver, on est dans un moment assez particulier, ce document vous évitera en tout cas d'être bloqué à cause de cela. Donc allez chez le notaire et faites-vous une attestation mutuelle. C'est une très bonne recommandation. Merci, Pavel. Alors, je comprends la question de Pierre-Christian. Mon fils est français et russe qui risque d'être obligé de passer sous les drapeaux. Si vous avez un tel risque, peut-être préférez-vous rentrer en France. Je n'en sais rien. Je ne connais pas bien la loi russe sur la matière. Il n'y a pas eu pour l'instant d'appel. Ça fait partie des rumeurs. Mais c'est partie des rumeurs, exactement. Donc, sur les rumeurs, et on n'en est pas là encore, en tout cas. Alors la question suivante et la question à laquelle nous allons répondre, c'est Igor, on va commencer par toi de façon inhabituelle, mais peux-tu nous parler du dialogue entre Poutine et Macron aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Ils se sont parlé, paraît-il, pendant 1h30. Absolument. Donc, qu'en est-il sorti? Que se sont-ils dit? Et quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Alors effectivement, les présidents français et russes se sont parlé par téléphone 1h30. Plusieurs éléments ont été abordés. D'abord, les questions humanitaires. C'était un bloc assez important à traiter dans le coup de fil et manifestement abordé par la partie française. Au regard des déclarations d'Emmanuel Macron suite à ce coup de fil, il semblerait que c'était un coup de fil assez compliqué. Le président français a expliqué que d'après ce qu'il retenait de cet échange téléphonique, d'après lui, le pire était encore à venir, puisque selon le président français, une fois encore, les combats devraient se poursuivre parce que Vladimir Poutine souhaiterait mettre la main sur toute l'Ukraine. Bon. Personnellement, moi j'ai un petit peu des doutes sur cet objectif-là. Néanmoins, durant ces échanges, il y a eu des discussions autour des nazis et de la place des nazis dans l'appareil d'État ukrainien. Vladimir Poutine tenant à revenir assez longuement sur le rôle de ces nazis, ce qu'ils jouent aujourd'hui comme rôle en Ukraine, etc. Et le président français lui rétorquant manifestement que tout ceci était surestimé, etc. Donc évidemment, il y a le dialogue de sourds qu'on connaît, qui n'est pas nouveau en fait, sur cet aspect-là.
par conséquent, oui, un bilan assez noir de ce coup de fil. Pour ce qu'on en sait encore aujourd'hui, mais il faut quand même remarquer que le président français était un des rares, si ce n'est le seul dirigeant européen aujourd'hui à prendre la peine de prendre son téléphone pour appeler le président russe. Et ça, c'est quand même important. Et il l'a fait le lendemain de son intervention télévisée, au cours de laquelle il a notamment rappelé que il fallait discuter avec la Russie, que la France n'était pas en guerre avec la Russie. Mais donc c'est quand même un geste qu'il ne faut pas sous-estimer. Le président russe a profité de cet échange téléphonique pour rappeler les buts recherchés par la Russie en Ukraine, hein, donc démilitarisation de l'Ukraine, neutralité, et donc tout un processus politique en vue d'atteindre ces buts-là. Autrement, ce qu'on sait depuis par rapport à hier, à l'évolution de la situation, bon, on sait que l'Allemagne va procéder à une nouvelle livraison de matériel militaire à l'Ukraine. Donc, on parle de missiles solaires courte portée, hein, les fameux Stinger. Ça fait partie, l'Allemagne, de ces tabous qui tombent. On sait que les Allemands avaient quand même une tradition plutôt de grande retenue, si ce n'est de pacifisme, dans les exportations, ces exportations, disons, d'armement, surtout sur la partie Ukraine. Tout comme le débat l'autre jour que j'ai évoqué de la Finlande qui se pose la question de l'adhésion à l'OTAN ou pas. Ce sont des mouvements tectoniques qui affectent la sécurité de notre continent. Mais en tout état de cause, si jamais ces tabous tombent et que des pays comme la Finlande et la Suède décident de franchir le pas et d'intégrer l'Alliance, alors ce sera une extension de l'Alliance qui, pour le coup, sera à la fois qualitative et évidemment politique, puisque je rappelle que les dernières extensions de l'Alliance, bon, c'est le Monténégro, c'est l'Albanie, c'est la Macédoine, c'est principalement des extensions politiques, il n'y a aucun gain en termes de capacité, c'est même plutôt de la vulnérabilité supplémentaire, et c'est plutôt des extensions qui avaient un but de préempter du terrain plus qu'autre chose. Il faut s'attendre en termes aussi d'évolution à une augmentation des budgets de défense. L'Allemagne encore a annoncé qu'elle allait désormais passer à 100 milliards l'année prochaine de budget de défense, ce qui est colossal. Je rappelle que les États-Unis, depuis des années, expliquent aux Européens qu'il faut qu'ils consacrent au moins 2% de leur PIB, si ce n'est plus, à leurs dépenses de défense. Je pense que là, on va y arriver progressivement. Certains l'ont déjà fait, d'ailleurs. Là, je pense qu'on va y arriver. Par contre, ça aura deux conséquences. Un, ça va permettre aux États-Unis de un peu plus se focaliser sur la Chine, puisque les Européens vont, entre guillemets, réarmer, d'une part, mais d'autre part, il ne faut pas se faire d'illusions. Ces budgets de défense qui vont exploser, ce sera pour acheter du matériel militaire, et ceux qui vont en profiter, ce seront avant tout les armuriers américains. Il faut bien comprendre que c'est eux qui vont faire une moisson de contrats dans les années à venir du fait de cette crise. Voilà, je m'arrête là pour les aspects de diplomatie, et je cède la parole à Arnaud pour la suite. Merci. Quelques mots d'économie et de politique intérieure, de façon désormais traditionnelle. Que retenir des 24 dernières heures en Russie? D'abord, la poursuite de la vague d'annonces de départ ou de suspension d'activité de la part de grands groupes occidentaux. Alors, je ne vais pas tous les citer. Il y a le plus médiatique, c'est évidemment Ikea, qui annonce non pas la fin, mais la suspension de ses activités en Russie et en Biélorussie. Il y a, à l'heure où on se parle, des files d'attente immenses aux caisses des magasins en Russie. À l'inverse, Coca-Cola a annoncé qu'il restait en Russie. Autre élément important, déclaration de Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, qui déclare qu'il n'y a pas de nationalisation envisagée par les autorités, avec tout de même un bémol dans l'aéronautique, puisque vous le savez, la sanction l'une des sanctions les plus fortes adoptées par les Européens concerne les livraisons d'avions, la maintenance. Beaucoup d'avions exploités par les compagnies russes sont des avions qui sont loués. La Russie devrait donc les rendre au terme des sanctions et elle n'a pas l'intention de le faire. Donc là, en l'espèce, une nationalisation des avions est possible. Par ailleurs, on s'attend à une quatrième vague de sanctions européennes. On ne connaît pas encore les contours précis, mais elles devraient, nous dit-on, tomber sous 48 heures. Quelques mots sur ce qui se passe ici, en Russie, les réactions, les déclarations. Toujours
Oleg Deripaska, président du groupe Roussal, qui est très actif, très vocal, qui multiplie les déclarations. J'avais mentionné celle du 28 février sur l'urgence de la paix. Aujourd'hui, il propose d'une part de transférer la capitale en Sibérie et d'autre part, il annonce, je cite, une crise de 98 multipliée par 3. En tout cas, Oleg Deripaska prend la parole et c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il est en Russie? Il est en Russie, il intervenait au forum de Krasnoïarsk. Mais en présentiel? Absolument. D'accord. Absolument. La capitale en Sibérie. Absolument. Quoi d'autre? Eh bien, on en avait parlé hier, mais c'est aujourd'hui officialisé et définitif. Donc, la cessation de toute activité de la radio Écho de Moscou, qui est non seulement un symbole, mais aussi qui était un média extrêmement puissant, important et influent. Et c'est sans doute cela qui lui vaut les foudres aujourd'hui des autorités dans le contexte que l'on connaît. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait retenir, me semble-t-il, des dernières heures dans le domaine intérieur. Alors, il y a des questions encore sur, bien évidemment, le départ des ressortissants. On le fera à la fin. Je vais commencer par poser des autres questions plus politiques ou économiques. Parce qu'une question, c'est, on a mentionné le départ d'ExxonMobil hier. Pouvez-vous apporter plus de détails? Non, je n'avais pas plus qu'hier. C'est-à-dire, ce qu'on vous expliquait, c'est que, en fait, il y a une partie revenus qu'ils vont garder, mais ils arrêtent de faire de l'exploration en Russie. Voilà, donc c'est quand ils annoncent leur départ, c'est qu'ils arrêtent surtout tout ce qui est exploration et développement. Faux départ. Donc c'est un faux départ en quelque sorte. Excusez-moi parce que je redescends sur les questions. Voilà, selon des sources concordantes, il semblerait que des militaires de l'OTAN venus former les Ukrainiens volontaires qui combattent avec ces volontaires sur le terrain des opérations. Ou est-ce que l'OTAN formerait des combattants? Vous avez des... Pas d'informations sur ce il y avait des instructeurs avant, avant la crise. Je veux dire, il y avait des instructeurs qui étaient là, il y avait des Canadiens, des Britanniques. Les Canadiens, on en a entendu parler puisqu'ils avaient été déployés de manière assez précoce et puis finalement, ils ont été... rapatriés vers l'autre partie la partie occidentale de l'Ukraine. Maintenant, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils se trouvent. Donc oui, il y avait l'Ukraine avait signé, conclu des contrats et des autour de formation de la part d'instructeurs otaniens pour du matériel, etc. Mais je ne sais pas ce qu'il reste de la présence de ce personnel aujourd'hui en Ukraine compte tenu de la situation. D'accord. Le New York Times parlait ce matin de rumeurs de loi martiale demain, on sait pourquoi, mais à votre avis, est-ce fiable? Alors, il y a eu effectivement des rumeurs, notamment dans les réseaux sociaux russes, rumeurs nourries par la convocation demain, me semble-t-il, d'une session extraordinaire du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire la chambre haute du Parlement russe, qui est habilitée à entériner, le cas échéant, cette mesure, de même que c'est le Conseil de la Fédération qui est habilité à approuver l'emploi des forces armées à l'étranger. Donc, cette convocation a alimenté encore une fois un certain nombre de rumeurs, dont celle-ci. Elle a été démentie par le porte-parole de la présidence à la mi-journée. Quel crédit est accordé à ces démentis? Chacun se fera son opinion. Et on le saura demain. On le saura demain. Quid des contre-mesures, sanctions économiques et financières russes? Qu'en pensez-vous qu'elles soient annoncées? Le moteur de fusée. Oui, absolument. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de bloc de train de sanctions, contre-sanctions russes. C'est des choses qui apparaissent un peu au fur et à mesure de manière un petit peu décousue, mais la dernière en date qui est quand même assez en tout cas qui n'est pas anodine, c'est le fait que la Russie n'exportera plus de moteurs de fusée pour les lanceurs américains qui étaient dotés de moteurs made in Russia. Donc, effectivement, ça va pénaliser pour un temps, j'imagine, l'industrie spatiale américaine. Cela dit, les Américains ont potentiellement les moyens de retomber sur leurs pattes, puisque maintenant, il y a SpaceX et pas seulement. Et donc, ils peuvent, mais pas à court terme, mais j'imagine à moyen terme, déjà réagir.
Mais Roscosmos a annoncé, Rogozin a annoncé, pardon, que ça, voilà, ça c'est terminé. J'ai entendu à la radio France Inter que les Russes parlaient d'être prêts à discuter d'un cessez-le-feu à Gomel. Est-ce vrai? Alors, oui. D'abord, rappelez qu'aujourd'hui, effectivement, viennent de débuter des discussions russo-ukrainiennes. Alors, pas à Gomel, mais à proximité de la forêt de Belovège, c'est-à-dire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, mais côté biélorusse. Il semblerait qu'on discute avant tout de couloirs humanitaires pour que les civils, Kharkov et d'autres villes en cours d'encerclement, peut-être Kiev aussi d'ailleurs, puissent quitter ces agglomérations. Le mot cessez-le-feu a été prononcé parmi les sujets de discussion, mais Lavrov a dit par ailleurs que l'opération se poursuivrait pendant les discussions. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de volonté côté russe de suspendre les opérations militaires, qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui ne sont pas atteints, et qu'il me semble, c'est très personnel, que les vraies discussions, peut-être d'ailleurs à plus haut niveau, et peut-être d'ailleurs aussi, le moment venu, non plus seulement entre Russes et Ukrainiens, mais avec les Américains, voire peut-être les Chinois, ça aussi c'est intéressant comme élément. Ces dernières heures, on parle beaucoup de médiation chinoise, ou en tout cas de Chinois qui pourraient jouer un rôle. Eh bien, tout ça n'arrivera, à mon avis, que au moment où les Russes considéreront qu'ils ont atteint l'essentiel de leurs objectifs militaires. Aujourd'hui, manifestement, on n'en est pas là. Et ça rejoint ce qu'a dit aussi Vladimir Poutine, visiblement à Macron hier. Hein. Il lui a dit, en tout cas, on poursuivra nos opérations jusqu'à ce que tous les objectifs soient considérés comme atteints. Mais quels sont les objectifs? Ça, par définition, on ne sait pas trop. On peut imaginer les choses, mais on n'a pas vraiment ils n'ont pas prévenu. Mais qu'imagines-tu? Moi, j'imagine la saisie, prise de contrôle de la plupart des oblasts frontaliers et d'envelopper, j'allais dire, l'Ukraine, espèce de croissance, si tu veux, un peu russophone, depuis la frontière avec la Biélorussie jusqu'à Izmaïl et ce qui était l'ancienne Bessarabie, donc le long des côtes. C'est de prendre le contrôle d'un peu toutes ces régions-là. Mais donc c'est pour parler se déroule bien. Ils ont été retardés par le fait qu'il y avait des divergences sur la tenue et où est-ce qu'on tiendrait cette discussion. Arnaud l'a dit, c'est finalement près de la région de Brest, dans la région de Brest en fait ça se tient. Et Medinsky, donc le chef de la délégation russe, a expliqué qu'il y aurait 3 sujets abordés: les sujets humanitaires, les sujets militaro-techniques, on va dire, et aussi un agenda politique. Voilà, c'est les trois principaux sujets qui vont être discutés dans les heures qui viennent entre les 2 délégations. Non. Peut-on craindre que l'un des objectifs de Vladimir Poutine est de s'accaparer de la production céréalière ukrainienne et avec la production russe deviendra le plus grand producteur de céréales dans le monde et ainsi ferait pression sur la faim dans le monde? Ceci étant, les céréales rapportent plus que le gaz. Je lis la question telle qu'elle est posée. Alors, je ne suis pas certain du tout que la conquête de toutes les terres tchernosium ukrainiens soit l'un des objectifs militaires ou géoéconomiques de la Russie. En revanche, se pose la question du contrôle de la façade ukrainienne sur la mer Noire. C'est-à-dire que là, on voit qu'il ne reste plus qu'Odessa, finalement, pratiquement. Or, Odessa est de fait bloqué par la Russie, depuis en particulier la prise de contrôle de l'île aux serpents. Donc, c'est moins une question de contrôle territorial que de terminaux d'exportation. Il est possible, il est même probable, que d'ici quelques jours, l'Ukraine n'ait plus accès à la mer Noire. Airbus et Boeing ont arrêté les maintenances techniques sur les avions russes. Comment la Russie va-t-elle gérer sa sécurité aérienne? Peut-être que Adrien Danière n'est pas là aujourd'hui. Ce qui se passe en réalité, c'est ce qui a été en tout cas imaginé, souhaité côté occidental, c'est une forme d'iranisation du parc aérien russe. Vous savez que l'Iran est sous sanction depuis très longtemps, notamment de la part des Américains. La différence entre l'Iran et la Russie, c'est que la Russie dispose d'un héritage industriel assez différent, même si on peut estimer qu'il est parfois entamé, parfois
partiellement perdu, mais la Russie a un autre potentiel dans l'aéronautique que l'Iran. Par ailleurs, les avions qui sont en location sont généralement neufs ou presque neufs. Donc la flotte qui va être nationalisée, vraisemblablement, est une flotte toute neuve. La question, évidemment, c'est la question de la maintenance, de la sécurité, des pièces. Il y a deux choses, encore une fois, à ce stade, et de façon très prudente, que je veux relever. Je pense qu'il y aura beaucoup de pièces qui vont arriver de pays tiers, et il y aura très peu de vols internationaux à partir de la Russie. En tout cas, au cours de la période envisagée, je pense aussi, si on est un peu optimiste, que ça fera partie des sanctions qui, au cas où la situation s'améliorerait, et espérons-le, une sortie politique de cette crise serait trouvée, eh bien, ça ferait partie sans doute des premières sanctions qui seraient levées. Sanctions mutuelles, d'ailleurs. Quelles seraient les conséquences d'une loi martiale pour les étrangers, s'il y en avait une? Y aurait-il une interdiction de sortie des territoires? Ça fait partie des questions que nous sommes en train de creuser, je le dis très franchement, mais je n'ai pas en tête le texte sur la loi martiale. Notre collègue Simon Marcoux nous a remarqué qu'elle avait été adoptée dans les années 90. Semble-t-il que le texte russe sur la loi martiale date des années 90, donc il faudra regarder précisément ce que ça implique. Encore une fois, il y a eu un démenti à la mi-journée. Je ne préjuge pas de la durée de ce démenti, mais pour demain, je pense que ça pourrait tenir. Non. Savez-vous si Kering et LVMH ont l'intention de poursuivre leurs activités avec la Russie? Pour l'instant, oui. Après, je ne préjuge pas du futur, je n'en sais rien, mais pour l'instant, oui. La Banque centrale aurait rédigé un document concernant la mise en place de mesures pour limiter l'accès au financement via les banques russes pour les sociétés étrangères, ainsi que l'obligation de rembourser tout en partie d'ici fin mars les emprunts en devises. Des infos sur ce sujet. Alors, on n'a pas des infos totales. C'est vrai, il y a un document concernant ce type de mesures. On est en train de regarder ça. On a écrit en fait à la Banque centrale, on a écrit au ministre du Développement économique, au ministre de l'Industrie, et on attend des réponses parce que vous savez que la Russie a pris des mesures pour empêcher les entreprises étrangères de vendre leurs actifs. S'ils prennent aussi des mesures qui nous empêchent de nous financer, là, il va y avoir un vrai conflit pour les entreprises qui vont faire faillite les unes après les autres. Et je ne pense pas que ce soit les faits recherchés, d'où les lettres que nous envoyons à la Banque centrale et aux différents ministères pour nous assurer que les entreprises au moins étrangères qui ne peuvent pas vendre leurs actifs puissent continuer à financer leurs activités en Russie. On va revenir, on nous demande si on a des retours de l'entretien Poutine-Bennett. Je n'ai rien vu passer à ce sujet, d'ailleurs. Qui est Bennett? C'est le Premier ministre israélien. Voilà, c'est juste pour préciser. Ah oui, non, Premier ministre israélien, le nouveau Premier ministre israélien. D'ailleurs, pour tout dire, j'ignorais qu'il s'était parlé. Je n'ai pas vu passer cette information. La dernière information que j'ai concernant Bennett, c'est visiblement le fait qu'il ait proposé d'agir comme médiateur entre les Russes et les Ukrainiens. Tout comme d'autres leaders l'ont proposé, hein. Erdogan l'a proposé, enfin, donc il y a eu un certain nombre de leaders comme ça qui spontanément ont voulu jouer un petit peu les médiateurs, mais je ne crois pas que ce soit allé beaucoup plus loin. Pour en revenir aux questions des ressortissants et du départ des ressortissants français. Alors, on nous demande pour les familles françaises, pour les enfants, il y a un besoin de faire un passeport, démarche auprès de l'ambassade de Moscou. Y a-t-il une procédure d'aide d'urgence accélérée par l'ambassade si la famille veut suivre les recommandations de partir en France compte tenu des consignes? Non, il n'y en a pas, enfin pas à ma connaissance, mais regardez sur le site de l'ambassade. L'ambassade a une hotline aussi. Donc, écrivez à l'ambassade pour savoir quelles sont les mesures qu'ils vont prendre. Mais en tout cas, il n'y aura aucune aide, d'après ce que j'ai compris, il n'y aura aucune aide pour les départs des familles. Hein. Ce n'est pas une rapatriation, c'est une recommandation de partir. Et donc, il n'y a pas d'aide prévue du tout. C'est votre responsabilité et votre responsabilité financière que de partir.
Beaucoup de questions sur les magasins vont-ils continuer à être approvisionnés? Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas de problème dans les magasins. Il y aura forcément des produits occidentaux qui ne seront plus là. La Russie produit quand même un certain nombre de produits alimentaires, donc on va probablement, en tant qu'étranger, on va probablement avoir des produits plus russes qu'étrangers pour se nourrir, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de problème d'approvisionnement. Il y aura des problèmes d'inflation, probablement, mais il est encore un petit peu tôt pour en parler. On nous dit, voilà, une entreprise nous dit qu'on leur a confirmé que les crédits en roubles ne seront plus accordés mais c'est donc la raison pour laquelle on a écrit aux différents ministères pour s'assurer qu'ils lèvent cette interdiction. Qui n'a pas été formulée. Non, c'est vrai, tu as raison. Elle n'a pas été encore formulée, c'est une interprétation d'une directive. Peut-on obtenir un visa en accéléré pour la France? Là, il faut vous adresser au consulat. Pour une conjointe russe, je n'en sais rien. Il faut vous adresser au consulat et c'est le consulat. Mais le consulat en ce moment est en train de traiter tous les problèmes de départ des Français. Donc, je pense que la procédure en accéléré va être plutôt lente. Une question, j'ai reçu l'info qu'il faut aussi saisir un passager locateur pour être embarqué. Vol sans doute, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je suis désolé, c'est Georges, je ne comprends pas ta question. Si l'on se base notamment sur les crises précédentes, quel niveau d'inflation peut-il envisager avec une telle dévaluation? Déjà, il faut préciser que la Banque centrale a été relevée. Oui. Il faut préciser déjà que l'inflation était déjà au plus haut depuis de nombreuses années, 8-9%. C'est d'ailleurs vrai aussi en Occident. On part d'un niveau d'inflation exceptionnellement élevé, conséquence de la crise précédente, Covid, et de ses conséquences. Donc on est déjà à 9, dévissage extrêmement important de dollar et d'euro. Donc l'inflation à 20% pour cette année semble un objectif réaliste. Je pense que c'est la bonne fourchette, entre 15 et 20%. C'est probablement plus proche de 20% que de 15 d'ailleurs. Au moins ponctuellement. Alors ça sera compensé effectivement en partie aussi par le fait que les importations vont chuter. Donc, la structure de consommation va être très différente par la force des choses. Et on voit déjà des réajustements à l'œuvre, en tout cas à Moscou par exemple. Le détaillant de vin spiritueux, premier importateur du pays, qui s'appelle Simple, a augmenté ses prix entre 15 et 20% dans le circuit de détail en communiquant immédiatement sur des offres non pas de solde, mais de réduction de 50%. Cette espèce de réajustement yo-yo qui se fait dans pas mal de négoces de rue. Après, effectivement, il faut comprendre que toutes ces listes de sanctions et l'arrêt de l'approvisionnement de la population russe dans un certain nombre de produits, les Russes, quand même, depuis le début des années 2000, commençaient à produire un certain nombre de choses. Beaucoup d'entreprises se sont localisées. Donc, la Russie n'est plus aussi dépendante qu'elle ne l'était à l'époque des exportations étrangères. Et par contre, effectivement, le départ d'une enseigne comme Ikea a changé profondément le. C'est pas un départ. C'est pas un départ. C'est vrai que nous-mêmes, on se met à parler de départ, alors que pour l'instant, il est une question de suspension d'activité. Et c'est le terme qui fait un peu. Alors, est-il vrai qu'avec la fermeture de la bourse, nous n'avons pas une vraie vision du cours du rouble? C'est probable d'abord parce que les volumes sont pas très importants. Enfin, le contexte est très particulier, donc c'est difficile. Il y a un choc. Le premier choc avait été plutôt bien tenu. Là, on voit quand même que 2 jours de suite, chute de 10%, donc c'est sérieux. Mais les volumes, pour autant que j'ai pu le savoir, sont marginaux. Après, il y a aussi une demande très forte de la population. Il y a des jeux de spéculation entre les taux.
d'où l'introduction d'une taxe de 30%, justement pour ceux qui vont acheter des devises. Bon, très clairement, l'objectif de la Russie, dans un contexte de saisie partielle mais substantielle de ses réserves de change à l'étranger, c'est de ne plus laisser sortir d'argent en Russie. Donc, on en est là aujourd'hui. On pose une question plus délicate, mais y a-t-il un risque de guerre civile en Russie? Encore une fois, une des leçons de semaines récentes, c'est que ce qui paraissait impossible, malheureusement, peut se matérialiser. Mais franchement, aujourd'hui, la guerre civile en Russie, ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable, celui sur lequel on planche, on réfléchit. Ça paraît, encore une fois, ça paraît pas très réaliste. Non, par contre, il peut y avoir, encore une fois, pas dans l'immédiat, mais il peut y avoir des fissures, il peut y avoir l'expression de mécontentement socio-économique si, dans les mois qui viennent, par exemple, le chômage devait exploser, ce qui n'a jamais été le cas depuis très longtemps. Bon, si les usines, y compris des usines tenues aujourd'hui par les Occidentaux, ne peuvent plus tourner en raison de rupture de chaîne d'approvisionnement, par exemple, bon, on ne peut pas exclure une dégradation nette sérieuse du contexte socio-économique qui pourrait engendrer une forme d'instabilité, mais on n'en est pas là et de toute façon, ce n'est pas une guerre civile. Et de par nos expériences précédentes, je peux vous rappeler ce qui s'était passé en 2009, où il y avait une prise quand même très forte. Hein. La baisse du PIB à l'époque avait été 9%. Chômage avait explosé. Et en fait, la société russe est une société d'entraide. Donc, il y a eu une économie noire qui s'est développée très fortement. Et il y a eu énormément d'entraide au sein des familles. Alors pour les Russes qui n'ont pas de famille, c'est beaucoup plus difficile. Mais des enfants et dans leurs parents et dans leurs grands-parents. Enfin bref, il y a une vraie société d'entraide qui s'était développée, qui n'existe pas vraiment en France, parce qu'en France, on a toutes les aides sociales qui sont très fortes, très développées, et que les différents gouvernements mettent en place. On l'a vu avec le Covid, tout l'argent qui a été redistribué en France. Ici, c'est indirectement par les entraides familiales. Donc, ça qui, bien évidemment, apaise la situation sociale. Il faut aussi avoir à l'esprit que c'est plus difficile à concevoir pour nos amis en Europe de l'Ouest. L'histoire des 50 dernières années, heureusement, n'a pas été tellement riche d'événements tectoniques, mais tout Russe depuis 30 ans se rappelle parfaitement de ce qu'étaient les années 90, de la canonnade du président Yeltsin contre le Parlement, du putsch, des tanks dans les rues de Moscou. Ce sont des images qui n'appartiennent pas à la télé en noir et blanc. C'est des images qui sont inscrites dans l'ADN de toute famille russe, où les gens étaient conscients, même enfants, dans les années 90, qui était quand même la période la plus difficile que les Russes aient traversée depuis la période des années 30 et de la guerre. Donc, le plus jamais ça est quelque chose qui est très profondément enraciné, et c'est l'une des réponses sans doute à des questionnements que l'on voit parfois dans la presse occidentale. Pourquoi est-ce que les Russes ne vont pas dans les rues manifester, renverser l'ordre établi, revenir à des valeurs? Parce que l'histoire russe a été riche dans ce type de démarche, et que personne n'a envie de basculer de nouveau dans cela. Encore une fois, je ne fais pas de jugement moral, je fais simplement des parallèles historiques. Quid des virements en euros ou roubles depuis vers la Russie? Sont-ils toujours possibles? Alors non, on ne peut plus faire de virements de Russie vers l'étranger, en tout cas vers les pays de l'Union européenne ou vers la France. Il semblerait que, en tout cas, si c'est une banque qui n'est pas sous sanction, vous pouvez toujours recevoir de l'argent. Notre directrice financière étant dans la salle, je vais lui poser la question, mais Eliana, peut-on toujours recevoir de l'argent de la Société Générale sur notre compte Rosebank? On me dit oui. Donc, vous pouvez toujours recevoir de l'argent, mais vous ne pouvez plus en envoyer.
Qu'en est-il des exportations de matières premières dans Russie vers Union européenne? Ben ça marche toujours très bien, en tout cas en ce qui concerne le gaz, hein, puisque l'Allemagne a doublé ses commandes de gaz, donc le gaz marche très bien. En ce qui concerne l'acier, j'en sais rien. Est-ce que vous savez s'il y a des livraisons d'acier? Alors, Severstal a annoncé la suspension de ses exportations d'acier vers l'Union européenne en raison des sanctions dont a fait l'objet son président, M. Mordachov. Mais je pense que je ne pense pas que ce soit une mesure définitive. Alors, on revient sur plusieurs questions sur le message du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Qu'est-ce qui le justifie si ce n'est pas une question de sécurité? On a dit déjà tout à l'heure, mais je vous le répète, on n'en sait rien. Donc, c'est une question que vous devez poser au ministère des Affaires étrangères parce que nous n'avons pas la réponse. Question un peu plus politique, est-ce que il y a un risque de révolution de palais ou voyez-vous des fissures en l'État? Pas pour l'instant. On voit comme je l'ai dit ces derniers jours, j'ai mentionné ces prises de position qui me paraissaient significatives. J'ai parlé hier de Mme Poklonskaya, ancienne procureure de Crimée, et ancienne députée à la Douma d'État, qui est quand même une figure symbolique de ce qu'on a appelé parfois le printemps russe en Ukraine. Deripaska parle. Évidemment, l'appareil militaro-sécuritaire reste très uni et ça c'est parfaitement prévisible. Il y a eu 2 députés communistes à la Douma d'État qui se sont exprimés, mais je ne suis pas certain de leur représentativité au sein même du Parti communiste. Ils ont un profil assez étonnant. Ils ne sont pas forcément sur la ligne de M. Zyuganov. Enfin, ce n'est pas totalement anodin non plus. On voit en Extrême-Orient, ce matin, enfin hier plutôt, en Yakoutie, un journal qui était sorti avec une non à la guerre, dont le tirage a été évidemment saisi. Donc il y a je pense encore une fois, aujourd'hui, il y a une profonde inquiétude, il y a une émotion, il y a parfois de l'indignation qui va au-delà, me semble-t-il, de ce qu'on peut appeler l'opposition hors système, mais qui ne s'exprime pas forcément. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de Russes qui sont interloqués, qui ne savent pas vraiment qu'en penser. Je parle de ceux qui sont informés de ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas la majorité, je pense. Qui ont des états d'âme, mais ce ne sont pas des gens qui ont vocation à les manifester. Ce sont des gens qui sont troublés, qui ne s'expliquent pas cette décision, qui peuvent s'interroger pour leurs enfants et le service militaire, par exemple. Mais ce ne sont pas des gens qui vont manifester, a fortiori manifester violemment. Pour ce qui est de la révolution de palais, écoutez, d'abord, c'est impossible évidemment à savoir, c'est très douteux à ce stade, évidemment. Je pense qu'au contraire, on voit plutôt l'élite faire corps à ce stade. Beaucoup de choses dépendront de la suite de la crise, de la suite du conflit en Ukraine. Est-ce que ça dure très longtemps? Est-ce qu'il y a une sortie politique ou pas? Est-ce que les sanctions ou une partie des sanctions sont levées ou au contraire, est-ce que la Russie s'engage dans un tunnel de 20-30 ans d'économie, de mobilisation et in fine de sous-développement? Tout ça reste ouvert en réalité. Donc aujourd'hui, non, mais nul ne sait ce qui peut se passer dans 1 an, 2 ans et a fortiori dans 15 ans. Merci Arnaud. Alors nous redemande des informations sur le pourparlers Russie-Ukraine. Il faut que vous réécoutiez. C'est quelqu'un qui est probablement arrivé en retard, mais on va publier notre Zoom d'aujourd'hui, donc vous pourrez le réécouter. On a déjà répondu à la question. Surtout, on en parlera demain parce que on en parlera n'a pas les résultats de ce ça vient de commencer. Juste de commencer. Juste 2 dernières questions. Quand vous dites qu'on ne peut plus faire de virement en euros de Russie en France, est-ce pour les résidents ou les non-résidents? C'est pour tout le monde. Voilà. C'est pour tout le monde.
Alors, une dernière question, voilà, on va répondre à celle-là. Quel est l'avenir, quid de l'avenir de la CCIFR dans l'évolution actuelle de hautes sanctions et hautes situations? Merci de vous en préoccuper. Tant qu'il y aura des entreprises françaises, la CCIFR sera là. Vous pouvez peut garantir que toute l'équipe qui est ici sera toujours présente. Nous avons 50 employés à temps plein et on veut les garder, on veut continuer à faire des choses avec elles, on sera toujours actifs. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui tous les jours en Zoom et on continuera à nous battre tant qu'on a des raisons de le faire. Et il n'y aura pas de révolution de palais à la CCIFR. Merci Arnaud. Un dernier mot de Pavel. Il y a un facteur d'optimisme aussi, c'est que le réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger, on n'en parle pas tant que ça, a été créé il y a plus d'un siècle à Montevideo, dans la lointaine année 1897, et depuis lors, il n'y a jamais eu de fermeture de chambre franco quelque chose dans le monde. Il y en a même une en Iran qui existe depuis bientôt un demi-siècle, avec des conditions de travail pas forcément optimales, mais j'espère que d'une part qu'on n'en arrivera pas là et surtout qu'on ne fermera pas. Quelques rappels encore une fois pour ceux de nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous avons une hotline, hotline@ccifr.ru. Soumettez vos questions, nous y répondrons par ensemble thématique sur une base quotidienne. Nous vous invitons à vous abonner également sur notre canal Telegram, où nous vous informons des événements saillants. Dieu sait qu'il y en a actuellement. Ensuite, sur la question du départ des Français de Russie, nous menons une enquête auprès de nos adhérents où nous leur demandons leurs intentions et puis, au-delà de leurs intentions, leurs actes. Est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils partent, est-ce qu'ils conçoivent leur départ de manière temporaire, prolongée ou définitive. Et nos enquêtes sont anonymes. Hein, les enquêtes sont anonymes. Si vous n'avez pas reçu, écrivez-nous sur hotline@ccifr.ru. Enfin, sachez que la Russie est décidément un pays pas comme les autres. Un samedi peut parfois être ouvré. Donc, le samedi qui vient après-demain, en l'occurrence, est un jour ouvré, travaillé, parce que le lundi, par contre, sera férié avec un pont qui va jusqu'à la fête des femmes, chère Rosa Luxembourg, le 8 mars. Donc samedi, tout fonctionne et nous également. Vous nous retrouvez comme d'habitude à 17h30, heure de Moscou, GMT+3. Nous organisons non seulement ce Zoom, mais également à 14h, heure de Moscou, un comité PME-PMI avec une session en français qui, sur la décision des bienveillants coprésidents du comité, est ouverte non seulement aux membres, mais également aux non-membres de la Chambre, à tout le monde, résidents, non-résidents, parents, enfants, adultes et enfants. Le thème rapatriement en Russie, contours logistiques et juridiques. Un sujet d'actualité. Nous vous informerons également ce samedi des premiers résultats de l'enquête dont je viens de vous parler. Toutes ces informations sont sur notre site www.ccifr.ru. Tenez bon. On nous demande le lien Telegram. Il est sur le site là. Il est dans le chat. On ne va pas le fermer tout de suite. On va couper le son, mais on ne va pas le fermer tout de suite. Mais il est à la fin du chat. Vous pouvez le copier. Mais merci beaucoup pour aujourd'hui. On vous retrouvera demain et j'espère que des